République démocratique du Congo, un pays riche en potentialité et puis avec les capitales humaines important. Voilà pourquoi nous, dans les cadres de cette émission au centre, nous allons vers ceux qui font l'actualité, ceux qui peuvent faire l'autopsie de la RDC pour donner des solutions aux problèmes des Congolais et répondre aux questions très questionnantes. Voilà pourquoi nous faisons l'effort de les inviter sur ces plateaux aujourd'hui. Dans les cadres de cette émission au centre, j'ai le plaisir de recevoir l'un des grands, je précise bien, il s'appelle comme ça, Monsieur Norbert Yamba. Il est cadre de l'UDPS, panafricaniste. Il est là avec nous, Monsieur Norbert Yamba. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Voilà, je précise que vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir, parti cher à l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'appartenir à l'UDPS ? C'est une fierté. Je n'ai pas pris le train coup de route. J'avais 22 ans quand je suis entré dans ce parti. Je venais de fêter mes 60 ans. Mon premier fils, à 88, je lui avais donné le nom d'Etienne Tshisekedi. Donc je n'ai pas entendu que le président de la République le soit pour naturellement faire partie de ce parti. Donc il faut vraiment que les gens le sachent. Nous avons tous adhéré. On était très jeunes parce qu'on avait voulu que le Congo fonctionne autrement. Voilà. Et les 13 parlementaires ont démontré, au moment où ils avaient le pouvoir, ils étaient à l'apogée de leurs responsabilités. Ils ont estimé que le Congo était très mal géré et qu'il fallait faire autrement les choses. Et donc c'est très clair que nous avons adhéré à l'époque. Et nous continuons à nous battre parce que nous estimons que le Congo doit être bien géré et doit fonctionner autrement au service du Congo et du Congolais. Voilà, c'est parti à une histoire. Aujourd'hui, vous êtes au sommet du pouvoir. 2 ans déjà d'entrée des jeux. Est-ce que vous êtes en train de poser les bases ou c'est juste une manière d'apprendre au sommet de l'État? Non, je crois que aujourd'hui, il faut reconnaître que le Congo a traversé des moments très très difficiles. Je ne reviens pas sur la colonisation, mais quand je regarde, quand les Belges étaient encore ici, 80 ans de colonisation bien entendu, avec un système totalitariste, un système sans partage, un système d'exploitation des richesses, un système d'imbécilisation, n'est-ce pas, de l'élite. Nous terminons la colonisation belge. On entre, je ne voudrais pas parler des 5 ans de Kassavovu, mais avec les 32 ans de dictature perfectionnée de Mobutu, et de là, 22 ans, n'est-ce pas, d'un régime qui a provoqué les désespoirs, etc. Donc, sincèrement, toutes ces frustrations, toutes ces humiliations, toute cette histoire malheureuse a été le résultat, véritablement, d'une volonté délibérée de l'élite politique, coloniale, post-coloniale. Aujourd'hui, l'UDPS s'est engagé 37 ans durant à se battre pour que la gouvernance, alors la bonne gouvernance revienne. Je suis très heureux qu'après 37 ans, les forces cosmiques, les forces spirituelles, les forces ancestrales ont estimé que c'était le temps de restaurer le Congo, de reconfigurer le Congo. Et là, il faut confier la responsabilité à l'UDPS au travers de la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est pas si facile parce que nous avons connu un système, les 2 anciens systèmes sont le même, un système d'infantilisation, d'instrumentalisation, de clochardisation, et quitter ce système avec le même personnel politique vers un autre système de partage équitable, équilibré, de distribution juste des revenus, ça ne se fait pas de manière automatique. Il faut des douleurs d'enfantement. Et tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, ce sont des douleurs d'enfantement
parce que l'élite politique, la même d'ailleurs, qui continue jusqu'à aujourd'hui, est caractérisée par des maquetas, des maquetum. On appelle ça des séquelles frappées par le système, des traces du système. Les systèmes qu'ils ont subis leur ont poussé d'être égoïstes, de fabriquer des îlots d'abondance dans un océan de misère. Et ce système-là leur a donné un réflexe, un comportement, une attitude, un état d'esprit. Alors maintenant, on va construire les nouveaux systèmes avec eux. Vous voyez que c'est pas si facile. Mais cela me pousse directement à introduire la thématique d'aujourd'hui. L'Union sacrée est une vision capable pour la refondation du système politique congolais. On en parle parce que le chef de l'État a travaillé 2 ans avec le FCC en coalition. Il a pensé qu'il était bloqué. Il a mis une vision, une idée, on ne sait pas, sur la place. Il a parlé de l'Union sacrée. La question que l'on se pose, l'Union sacrée est une vision capable pour la refondation du système politique congolais, oui ou pas? L'Union sacrée est certainement dans la vision de celui qui l'a créée. C'est dans le sens véritablement de la refondation de la République. Dans le sens de la délocalisation du système. Dans le sens du déménagement d'un système vers un autre système. Vous savez, nous avons connu un système, je l'ai dit et je l'ai décrit tout à l'heure, un système difficile qui a changé le Congolais. Il suffit simplement d'entrer dans un taxi. Oh, vous allez voir à quel niveau il y a déperdition, à quel niveau il y a un problème de santé mentale dans les chefs du Congo et du Congolais. Quand cela ne tienne, on a tenté, parce que par le passé on a cru que la coalition FCC Cash serait la solution. Allez donner le fruit. Allait donner des fruits. Et cette coalition, qui était d'ailleurs plus que majoritaire, parce qu'on était au-delà des 400 députés, finalement a démontré des limites à cause des clivages et à cause de manque d'objectifs du personnel politique. Le personnel politique de la RDC n'a pas d'objectif, n'a pas de solution, n'a pas de torche pour voir l'avenir, éclairer l'avenir, ne voyage ni dans les temps, ni dans la conception. Monsieur Mayamba, il ne faut pas dire ça parce qu'au sein du FCC, nous avons des professeurs, les gens quand même qui ont fait les études avancées. Il ne faut pas me dire que Kabila il était mal entouré et tous ces gens du FCC n'avaient pas la vision. Non, mais vous avez affaire à un panafricaniste qui a fait une observation et qui a fini par une conclusion qui reste partagée à travers le monde. Que, certes, on parle de professeur. Professeur, c'est une fonction. Est-ce que être professeur, c'est être intelligent? Ils ont pondu quand même des réflexions, des livres. J'ai pitié de mon pays et de son élite. Pondre des réflexions, ça ne veut pas dire pondre des solutions. Nous avons vécu 80 ans de colonisation, 32 ans d'une dictature perfectionnée, avec les 22 ans de désespoir. Il y a des profs, il y a plusieurs universitaires. Mais même pas une plus-value, même pas une valeur ajoutée. On n'a même pas avancé d'un iota. Personne n'a démontré de quoi il est capable pour proposer véritablement une ligne de conduite à notre peuple. Il n'y a pas de tout seul, il n'y a pas d'offre politique, il n'y a pas de projet. Kabila a pris ces pays de point A. Il a fait avancer quand même le pays. Monsieur Yamba, vous êtes de l'UDPS. Je rappelle bien que vous êtes de l'UDPS. Vous étiez dans l'opposition. Mais quand même, même si que vous étiez dans l'opposition, est-ce que vous ne voyez pas les avancées de l'autre côté? Vous savez, quand on fonctionne avec une élite qui n'a pas la technique, qui a simplement les déclarations politiques dans sa tête, c'est pas possible. Regardez. Lorsque vous voulez apprécier la performance d'un régime, il faut savoir poser les indicateurs. Nous entendons, nous allons vers où et quels sont nos indicateurs de vérification. Est-ce que nous avons voulu qu'il y ait alternance? Ok. Et c'est ça l'alternance, c'est la finalité de finalité. Moi je dis non. C'est un peu ce que j'ai toujours vu à l'enseignement.
On fabrique des chômeurs de luxe, on fabrique des hommes qui sont en divorce avec leur société. Et dès que les examens d'État sortent, ne sais pas, en juillet, on dit non, une grande performance, le ministre très performant. Ah ben arrêtez des conneries. Comment vous pouvez dire la performance du ministre au travers le résultat qui est un devoir ordinaire, des quotidiens? Mais la performance du ministre, c'est la qualité du personnel qui est fabriqué dans ces écoles. Quelle est la qualité aujourd'hui? Mais c'est une armée de chômeurs de luxe. Et donc, vous ne pouvez pas avoir les présumés intellectuels qui ne sont que des instruits, parce qu'il y a une différence entre intellectuels et instruits. On a reçu un certain nombre d'enseignements, on a mémorisé et on est en train de le réciter, on est en train de les répéter, on fait office d'un perroquet, mais on n'est pas en train véritablement de booster l'avenir de toute une société. C'est comme ça que on responsabilise tel ou tel docteur, je ne sais pas, dans tel ou tel domaine, etc. Mais il est incapable de démontrer de quoi il est capable. De donner les résultats. Eh bien, il n'y a pas de résultats. Dans les FCC, pendant 18 ans, il n'y avait pas de résultats. Mais où se trouvent ces résultats? Où se trouvent ces résultats? Nous avons des potentialités. Par le passé, nous n'avions pas autant de maisons de communication. Les 20 dernières années ont remonté, n'est-ce pas, le taux de croissance de l'Afrique à plus de 5%. Il n'y a pas un pays où on a investi au niveau de la communication comme le Congo. Vous voyez de nouvelles routes? Vous voyez de nouvelles écoles? Mais il y avait quand même vous voyez des hôpitaux de la modernisation quand même, les 5 chantiers, tout ça c'est avec l'ancien système. Mais il faut arrêter, Monsieur Mbamba. Il faut arrêter ça. Et je voudrais que, sincèrement, tant que on ne fait pas un débat de fond sur la technique, parce que c'est la technique qui développe une société. Et généralement chez nous, il n'y a pas un débat de lutte contre la pauvreté, il y a un débat essentiellement positionnement politique. FCC, ça ne s'entend pas avec le MTC ne s'entend pas avec Ensemble, Cash, compagnie, etc. On est dans ce débat élémentaire et qui tourne en rond et qui ne peut pas booster la société. Écoutez, quand est-ce qu'on va faire un débat de fond autour de la desserte de l'eau sur l'ensemble du territoire national? Quand est-ce qu'on va faire un débat de fond sur la santé, la desserte des services, les soins de santé sur l'ensemble du territoire? Les routes. On a 145 000 km de routes. On en est à combien? Quelle est la politique utilisée par rapport à ça? Nous avons 14 000 km de voies fluviales. On en est où là? Où se trouve le balisage? Comment nous nous organisons pour maintenir le cap et désenclaver notre pays? On a 7 000 km de voies ferrées. Où sont les rails? Où sont les locomotives? On en fait comment? Comment on maintient le cap? Où se trouve le système manuel, des cantonnages, etc. C'est tout ça. L'alimentation, la sécurité, la santé, l'éducation, les infrastructures de base. Il faut quantifier ça. Il faut qu'on sache qu'on est parti de point A vers un point B et que tout ce Congolais soit en mesure. Vous savez, moi j'étais au Maroc. J'étais faire un stage et j'ai trouvé que chaque année, le Maroc, au travers de son programme, son budget de l'année, prévoit 200 000 logements dans le pays. J'ai fait plusieurs tours au Maroc. Les villages sont en train de changer. On a 7 provinces et dans chaque province, on sait, sur les 200 000, on fait la division entre les provinces. Même construction, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez des idées comme ça? Dans ce pays, on a vécu 32 ans de dictature perfectionnée. 22 ans. Vous avez vu là? Même s'il y a des réalisations, il y a des endroits où on a construit les universités. Privées, bien entendu. Mais l'État n'a même pas une université construite. Et même quand on construit, on cherche chez soi. On ne peut pas faire les équilibres des espaces géographiques. Donc, on a fonctionné comme des animaux sauvages. Et vous allez me dire qu'il y a des professeurs. L'université Mapon, l'université qui répond quand même aux normes internationales, hein, Congolais à penser. Non, je voudrais sincèrement, Delphin, je ne suis pas en train de m'amuser. J'ai compris que dans ce pays, il faut être un aventurier. Pour sortir du lot, il faut être un aventurier, quelqu'un qui n'observe ni la moralité, ni l'intégrité, aucune valeur dans la société, ni compétence. Je vois le tour et les différentes migrations des hommes politiques. Et nous, peut-être on a la morale, on a une certaine crédibilité, même si on est dépositaire d'une certaine compétence, etc. Parce qu'on ne peut pas faire comme tout le monde.
Et voilà, donc, des valeurs ajoutées de ce genre ne sont pas prises en considération. Il n'y a que tous ces aventuriers qui font des migrations par-ci, par-là, etc., qui se positionnent. Et l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays, je m'excuse beaucoup, l'avenir de notre pays. J'ai le temps, ça fait une trentaine d'années, je fais la consultation. Je travaille avec les institutions publiques pour les comptes de certains nombres d'institutions internationales. Et je vois comment ils travaillent, je vois comment ils fonctionnent. Le même personnel politique qui fonctionne dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque, de pseudo-chercheurs politisés, des gens qui viennent avec des concepts de syntaxe et qui croient véritablement qu'ils ont la connaissance. C'est pas possible. Il n'y a pas de mauvais travailleurs, il n'y a que de mauvais chefs. Vous estimez qu'il y avait un manque de leadership? Il y a eu un leadership très déficitaire. Il n'y a pas eu de vision. Il n'y a pas eu d'offre politique. Il n'y a pas eu un projet. Kabila, il était autorité morale, les gens venaient autour de lui, tous ses professeurs, il communiquait la vision. Pour vous, c'était un échec? Vous croyez la vision, c'est dire 5 chantiers sans effort et l'évaluation? C'est ça la vision? C'est ça la vision? Si ce n'était pas la vision, aujourd'hui, retournons dans les sujets, parlons de l'union sacrée. Alors, Tshisekedi, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a une vision, c'est un bon leader selon vous. Voilà pourquoi il a lancé une vision. Si c'est une idée, on ne comprend pas. De l'union sacrée, pensez-vous qu'avec l'union sacrée, c'est la seule chance pour la refondation du système politique congolais? Mais c'est justement ça. Je vous ai dit que le système politique congolais a été caractérisé par une cupidité de l'élite politique. Certainement qu'on a posé les bases d'une alternance et voilà, l'alternance arrive, on construit une synergie gagnante autour des entités qui étaient de temps en temps en couteau tiré, chat et chat, et on s'est mis d'accord, créons une majorité, gouvernons ensemble. Et voilà, toujours l'égoïsme mal placé, toujours la préoccupation d'une richesse insolite, insolente, etc. Et puis bon, cette majorité n'a pas donné le meilleur d'elle-même. Le président de la République pense que les clivages politiques ou idéologiques ont démontré leurs limites. Il faut aller au-delà des clivages parce que la situation est gravissime. Il faut résoudre les problèmes du Congo. Alors maintenant, si on va porter les couleurs c'est pas de nos organisations de provenance, peut-être qu'on va croire comme si on était dans des pays différents. Nous sommes dans un seul pays, il y a une situation de détresse, mettons au frigo toutes nos couleurs, voyons le Congo et les Congolais, travaillons dans la perspective que nous puissions booster et déménager d'un système qui hier avait servi véritablement l'élite politique essentiellement, allons vers un autre système qui permette véritablement qu'on réponde aux préoccupations de la population. Et donc, cela n'est possible qu'avec l'union sacrée, où les gens viennent de manière impersonnelle dire que voilà, c'est pas la couleur que je porte, c'est la préoccupation, c'est le souci que le Congo change. Combien de personnes, moi j'ai vu même ceux qui étaient en exil, ceux qui sont restés ici, etc. Tout le monde s'est lamenté. C'est déplorer le système, les systèmes anciens. Tout le monde croyait que c'est un système robotisé de l'extérieur. Et que l'alternance a permis naturellement que nous puissions avoir parmi les gens qui se lamentaient de ce système ancien. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on met en place l'union sacrée de la nation, et on vous dit, personne ne vient avec la couleur de son parti. Voyons le Congo et le Congolais au devant de la scène, et curieusement, les mêmes acteurs à l'opposition comme à la majorité, ils sont les mêmes. Il y en a ceux qui commencent à dire, mais nous, on a un poids un peu politique, un cahier de charge à respecter. Nous allons y arriver, mais M. Yamba. Avant qu'on arrive par là, parce qu'il y a tellement trop de questions que vous représentez le pouvoir ici, je rappelle que vous êtes de l'UDPS, vous avez le devoir de nous aider, de répondre à toutes ces questions, mais est-ce qu'on ne peut pas donner à Martin Fayulu raison quand il dit que l'union sacrée, c'est la deuxième grossesse du FCCK, c'est la continuité, la prévanée. Nous voyons les classiques, les têtes
du FCC. Lambert Mende a rejoint l'Union Sacrée, Steve Mbika, il y a tellement de têtes. Est-ce que ce n'est pas vous habiller Saint-Paul, déshabiller Saint-Paul pour habiller une autre personne? Il faut que... Non, je n'aime pas parler des gens, mais Martin doit savoir qu'il ambitionne d'être président de la République. Et que dans une société, il y a des bons et des mauvais. Mais lorsqu'on a un chef, on doit encadrer et les bons et les mauvais. C'est très important. La capacité du chef, c'est sa capacité d'arbitrage. Savoir gérer les contradictions, savoir gérer les bons et les mauvais. C'est très important. On va dire c'est un grand leader. Oh, lui part d'une sélection, lui part d'un rejet, ce qui n'est pas bon, ce qui démontre qu'il a des limites, vraiment pour assumer des responsabilités dans un grand pays comme celui-ci. Ce qui traverse, et traverse parce qu'il y a eu un mot d'ordre, une préoccupation. Combien de fois, ceux que vous citez là, vivent dans des quartiers, vivent dans leur village. Ils sont devenus les centres d'intérêt. Avec quels moyens? Tout le monde est pauvre. C'est possible qu'à un moment donné, les gens puissent dire assez, occupons-nous de notre pays. Travaillons pour que le Congo change. Ils ont le bénéfice de doute. Ne pas avoir le bénéfice de doute sur ces gens-là, mais c'est vraiment ne pas avoir la maturité nécessaire pour gérer la République. Alors maintenant, quand ils viennent, c'est au même moment qu'on fait la délocalisation du système, c'est au même moment que le nouveau système met en place... Mais les mêmes personnes Excusez. Le nouveau système met en place un autre système qu'on appelle le système de surveillance mutuelle. Le système de surveillance mutuelle passe par la restauration des différentes structures de dissuasion. Si hier vous étiez habitué à prendre l'argent, les frais de fonctionnement, vous les utilisez pour le besoin de votre famille, etc. Maintenant, il y a un monitoring qui se fait par l'inspection générale de finances, qui était là, mais figurante. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'Assemblée. Cette restructuration va permettre la reconfiguration de l'Assemblée pour qu'elle assume ses responsabilités, les parlements de manière générale, etc. On va faire l'implémentation, on va faire le monitoring de l'action publique, etc. On ne peut pas continuer à faire des dépenses au moment où vous avez des moyens de l'État sans que vous soyez, n'est-ce pas, interpellé par qui que ce soit. Donc, on est là en train de changer de système, on a besoin de tout le monde, et donc tout le monde entre dans le moule pour changer les comportements, les réflexes et les attitudes. Mais monsieur Yamba, donc on a intérêt à accepter tout le monde, mais il faut qu'il y ait une ligne de conduite. Vous avez l'intérêt à accepter tout le monde parce que l'Union Sacrée, vous voulez que tout le monde travaille pour l'intérêt du Congo. Alors les gens qui ont vendu mal l'image du pays hier, c'est ces mêmes personnes que vous prenez. Et quelqu'un même m'a demandé de vous poser une question. Quand le chef de l'État nomme Lambert Mende PCA, nomme Makila PCA, du moment qu'il y a des gens qui cherchent encore l'emploi, et pourquoi reconduire ces mêmes personnes du moment qu'ils veulent changer le système? Est-ce que ça, ce n'est pas une manière de piétiner le combat de l'UDPS? Non. Je pense que celui qui pose la question doit être en mesure de comprendre le fonctionnement institutionnel de notre pays. Nous avons fait une coalition, c'était FCC et CACH. Il y a un partage des rôles. Raison pour laquelle, au niveau du gouvernement, il y a 65% des membres du FCC, 35% du CACH, qui se trouvent être le groupe du président de la République. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une majorité dans notre coalition. Il faut tenir compte de ça. Et Lambert Mende vient du FCC, et c'était la proposition du FCC, Moutantis pour Makila. Et donc, le président... Est-ce qu'il ne pouvait pas exiger d'autres noms? Mais il a exigé. Vous savez combien de personnes devraient sortir ministres? Tous les dinosaures du FCC ambitionnaient véritablement d'être ministres. Mais il y a eu quelqu'un qui a dit ça, non. Mais lorsqu'on vous nomme PCA, c'est un membre passif. Ce n'est pas lui qui a la gestion quotidienne. Mais on peut profiter aussi de leur expérience. Dans un système que nous sommes en train de construire, même ces gens-là, on a besoin de leur expérience. Certes, elle a été malheureuse, mais on peut
pouvoir positiver cette expérience pour qu'on se détermine vers l'avenir. Si on va rejeter tout le monde, alors on mène une démocratie discriminatoire. Ça, ce n'est pas les combats de l'UDPS. L'UDPS aurait souhaité véritablement construire une dynamique de gestion des contradictions, une dynamique de droit au désaccord, mais qui fonctionne dans la perspective d'encadrer tous les Congolais, bons et mauvais. Vous voyez, c'est très important. Et donc, il faut savoir tenter des expériences. Mendela, il est PCA, etc. A-t-il tombé dans les erreurs seuls ceux qui sont habilités à apprécier la performance de l'institution qui les dirige et qui peuvent véritablement nous donner des éléments de réponse par rapport à ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore atteint. Au sein de l'Union sacrée, comment vous allez arriver à gérer la gestion des ambitions des uns et les autres? Parce que l'ensemble de la République, on avait suivi avec vous la déclaration de Moïse Nzangi qui disait que le chef de l'État dans l'Union sacrée, vous êtes obligé de respecter les cahiers des charges. Si vous ne respectez pas, ils vont quitter l'Union sacrée. Sans eux, il n'y aura pas l'Union sacrée. Je vous rappelle, ils ont 7 ans députés. Moïse Nzangi, je le salue là où il est. C'est un député parmi les jeunes gens actuellement qui a démontré que la nouvelle génération est en train de se prendre en charge. Mais il doit contrôler sa manière de voir. Il doit avoir une vision. Il ne va pas agir de manière émotionnelle. Et si hier il a défendu un certain nombre d'intérêts, là il est en train de défendre un positionnement. Ce qui n'est pas bien. C'est pas politique compte, M. Yamba, il ne faut pas oublier. Dans la politique, on ne se fait pas des cadeaux. Hein. C'est pas très compatible. Il n'y a pas de cohérence mathématique par rapport à ces préoccupations de base et par rapport à l'avenir de la République. Dire qu'on va quitter. Sans eux, il n'y aura pas l'Union sacrée parce qu'ils ont 70 députés. Alors, je ne refute pas leurs préoccupations. Mais la politique est faite de négociations, de discussions. Et balancer sur la place publique de telles déclarations suppose vouloir réhabiliter le FCC. Et je comprends qu'il a toujours existé un cordon ombilical, même s'il y a des gens qui s'agitent. Vous savez, il y a une différence entre la révolution et la révolte. On peut ne pas être dosé des capacités révolutionnaires, mais on est simplement un simple réactionnaire. Ce qu'on appelle généralement des tigres en papier. C'est que très clairement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'offre politique. Ils ne savent pas quoi présenter à notre peuple. En dehors des déclarations politiciennes qui frisent un écosystème politique connu, où il n'y a que des activistes qui réussissent et les gens posés n'ont pas souvent cette chance-là d'aller dès l'avant. Donc moi je voudrais vraiment, et là je m'adresse au président Katumbi, etc., qui connaît d'où nous venons, qui a souffert dans son amour-propre et qui sait quelle est notre préoccupation aujourd'hui. La plus grande préoccupation aujourd'hui dans notre pays, c'est celle justement de faire un déménagement d'un système qui a infantilisé tout un peuple vers un nouveau système qui permet à chacun de s'émouvoir et de jouer sa partition. Je crois que c'est ça la préoccupation. Alors maintenant, si nous mettons devant de la scène les éléments qui ont fragilisé l'ancien système, qui étaient des éléments de positionnement, sans avoir arrêté, n'est-ce pas, les racines, n'est-ce pas, du système ancien. Écoutez, ce système va se répercuter. Vous donnez la chance au FCC de se réorganiser et de reprendre encore le pouvoir. Or, il n'y a pas encore eu beaucoup de temps, nous voulons qu'il change avec le nouveau système, etc. Et on comprendra qui joue pour le système. Et je comprends qu'en fait, la plupart de nos leaders n'ont pas d'offre politique. Beaucoup, comme on connaît, on a des richesses potentielles, chacun veut s'enrichir. Je pense que, excusez, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, on les a appelés de points lourds, des figures de proue, qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas derrière les postes, qui facilitent la gouvernance du président de la République. Mais s'assure-t-il que
le chef de l'État vient de voir, il s'est rencontré avec Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Jean-Marc Kabound il y a des jours, et ils se sont séparés en queue de poisson parce que la gestion des ambitions, les propositions des uns et des autres, le chef de l'État n'a pas pu, il n'a pas eu à satisfaire tout le monde, et alors même le point de presse de l'informateur Batu Lukebu qui devait être aujourd'hui, c'est reporté pour la semaine prochaine, le temps que les grands poids là se mettent d'accord sur la répartition. Est-ce que le Congo gagne? Excusez, j'enseigne le cours de négociation et de résolution pacifique des conflits. Lorsque il y a négociation, chacun mène son agenda, son paquet, où il dit voilà ma volonté, voilà ce que je voudrais. Quelqu'un qui n'a pas un agenda, ce n'est pas un homme politique. Chacun doit avoir des ambitions. Et quand on se retrouve, certainement que dans une première séance, on peut ne pas avoir un compromis, mais on peut reporter pour que chacun des parties prenantes joue à la concession. Et donc, on finira par s'entendre parce qu'ils ont la préoccupation. Parce que l'État n'est pas à votre faveur. Je vous rappelle que vous, l'IDPS, au pouvoir, vous avez déjà fait 2 ans, vous n'avez pas donné les résultats. Le chef de l'État, dans son dernier discours, il dit qu'il s'allume banda, ce qui veut dire que le travail commence maintenant. Donc, dans 2 ans là, avant 2 ans, le travail n'avait pas encore commencé. Maintenant, vous êtes encore dans les négociations. Les peuples continuent toujours à souffrir. Vous regardez. Mais le peuple, certainement qu'il y a eu beaucoup de dérapages dans les élections que nous avons connues en 2018, etc. Mais c'est la situation que nous avons trouvée sur le terrain. Certainement que le président de la République a des prérogatives, mais c'est aussi vrai que ne peuvent gérer le gouvernement que les gens qui ont la majorité ensemble au Parlement. Et on est confronté à cette difficulté-là. Et donc, si les choses se sont passées dans des conditions les meilleures, on pouvait accuser aussi le peuple d'avoir choisi des hommes qui n'auraient pas pu véritablement assumer des responsabilités. Mais pour les cas d'espèce, on comprend que c'était une programmation. Quand cela ne tienne, on a trouvé la situation. Alors maintenant, si le président de la République a fait des promesses, il a pris des engagements vis-à-vis de notre peuple, il n'a pas de choix que de négocier avec ceux qui peuvent véritablement constituer avec lui une majorité pour arriver à booster les différentes propositions qui ont été faites. Il n'avait pas l'idée de la gestion de son pouvoir. C'est pendant le pouvoir qu'il est en train de tâtonner pour trouver des solutions. Comme l'opposition pense que le chef de l'État tâtonne. Quand il veut trouver des solutions, il doit appeler tout le monde pour qu'on lui dise il faut prendre cette voie, prendre cette voie. Tout ça, ce n'est pas l'amateurisme au sommet de l'État? Non, mais c'est vous qui êtes des amateurs. Je comprends les limites de l'élite politique. Elle ne mériterait même pas d'être élite politique. Parce que vous voyez, vous connaissez quel est l'arrangement institutionnel qui nous régit. Le président de la République, certes un président de la République, il a ses prérogatives. Mais écoutez, qui doit donner de l'eau? Qui doit donner de l'électricité? Qui doit arranger les routes? Il faut un programme concerté avec le gouvernement. C'est cela. Mais le gouvernement ne s'est construit qu'au travers le parti qui a la majorité. Et le président de la République a été élu président de la République, il n'a pas la majorité au Parlement. Et donc, il ne peut pas se substituer au chef du gouvernement. Raison pour laquelle il faut beaucoup de tact pour dire j'ai pris des engagements vis-à-vis de mon peuple. J'ai donné des promesses. Je n'ai pas, n'est-ce pas, la majorité au Parlement. Mais vous qui avez la majorité, ensemble, parce que l'article 69 nous donne cette opportunité, travaillons ensemble. Mais il peut y avoir des caprices. On en a connu avec le gouvernement Ilunga. Mais il faut savoir s'humilier, il faut savoir se rabaisser, il faut savoir s'approcher. Mais écoutez, ces hommes politiques qui disent que non, c'est l'amateurisme, qui a fait preuve de professionnalisme ici? Tous ces gouvernements qui se sont succédés, qui a fait preuve? Mais c'est lui qui dirige ce gouvernement. Quand vous êtes dans les mêmes lots, malgré les 37 ans dans l'opposition, vous n'avez pas eu l'expérience pour faire différemment. Mais qui a l'expérience ici? Nous avons un premier ministre, professeur d'université, professeur d'économie, qui a été... Excusez.
qui a été plusieurs fois DG, compagnie, etc. Copirec. Et alors, vous sentez la technique là? Vous sentez vraiment l'expérience là? Vous sentez? Eh bien, arrêtez. Regardez les prestations du président de la République. On dirait que c'est lui qui devient Premier ministre. Lorsqu'il est dans une approche de redevabilité, c'est lui qui prend le devant. Le travail qui aurait pu être fait par le Premier ministre. Parce que chacun ne respecte pas sa couloir. Bien entendu. Mais bien entendu. Le chef de l'État prend même les responsabilités, il prend même les devants, même il entre dans les prérogatives même du Premier ministre. C'est ce qui crée un peu le désaccord. Quelle prérogative? C'est ce que le FCC pense. Quelle prérogative? Le président de la République a pris un certain nombre de dispositions lorsqu'il est entré au pouvoir. En mars, il a présenté un programme de 100 jours. Et ce programme est allé jusqu'à novembre. Lorsque ce programme arrive en novembre, il y a une reprise avec le gouvernement Ilon Kamba. Et dans le 8 mois qu'il a exercé son programme, vous avez les sautes-moutons, vous avez les routes réhabilitées, vous avez les écoles construites, vous avez les centres de santé, même des hôpitaux réfectionnés et construits, etc. Vous avez la... Excusez, vous avez la situation. Vous êtes sincère de vous-même que tout ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas du chimère là, c'est que vous êtes en train de vendre aux Congolais? Mais comment je peux vendre aux Congolais des chimères? Moi, je suis un homme honnête, je suis un homme sincère. Il y a les écoles construites, il y a les hôpitaux et autres, et les routes. Ben alors, allez, après ici, va à Lemba. Vous allez voir le complexe Mokengeli. Allez à Mamayemou ici, à l'hôpital général. Mokengeli c'est réhabilité, ce n'est pas construit. Mais c'est réhabilité dans quelle proportion? À quelle proportion? Mokengeli c'était une école délabrée. Mais aujourd'hui, c'est un complexe, mon ami. Nous allons y arriver, parce que vous avez parlé du Parlement, parce que le minute nous fait défaut. Le chef de l'État veut avoir une nouvelle majorité. Vous aurez le temps de parler. Le chef de l'État veut avoir une nouvelle majorité. Il y a une session extraordinaire, mais quand même une honte, parce que le doyen Mbosso, le président du bureau d'âge, il est dans l'union sacrée. Mais est-ce que vous avez suivi les montants qu'ils ont demandé au Trésor public pour organiser rien que la session extraordinaire, 12 millions, et il y a une rubrique 500 000 $ pour organiser les élections de 7 membres au Parlement. Est-ce que ça, ce n'est pas une honte pour vous, l'Union sacrée? Non. Comment une responsabilité d'un groupe bien connu, des personnes bien identifiées, puisse véritablement faire l'objet d'une organisation plus large? Et je crois que la meilleure façon, si vous étiez véritablement un bon journaliste, vous aurez pu aller. Ils ont quelqu'un qui s'occupe des questions de finances et qui va faire la vacillation, différentes rubriques pour savoir. Je vais vous donner toutes ces rubriques. Hein. Bien entendu. Écoutez, pour organiser l'élection des 7 membres du bureau, avoir seulement les bulletins et les urnes là, ça demande 500 000 $, quelque chose comme ça, donc 500 000 $ pour organiser l'élection des 7 membres du bureau avec 500 députés. Pensez-vous que ça, c'est aider la République? Moi, je suis évaluateur macroéconomique. Je ne peux apprécier, pour tirer une conclusion consolidée, que lorsque je vis la demande, j'ai vu les différentes rubriques avec les détails, et c'est à ce moment-là que je pourrais dire ici il y a surestimation, ici il y a sous-estimation, et c'est un gros montant. Voilà. Donc, je fais confiance aux gens qui ont élaboré ce budget, mais je vous demande, vous journalistes, et c'est ça justement la République démocratique, d'aller vérifier s'il y a eu surestimation, et ils doivent être dénoncés, et par voie de conséquences, ils doivent être poursuivis. Sous votre gestion, il y a quand même des montants qui font peur. Hein? Lorsqu'on parle de 65 millions pour projet 100 jours, de maisons préfabriquées, on nous cite des 12 millions, on nous cite des montants sous votre gestion, du moment qu'il y a les enseignants qui cherchent les salaires, les soldats, leurs soldes, il y a des gens qui doivent mieux vivre sous votre gestion, mais apparemment, c'est un échec selon la Mouka. Vous savez, moi j'ai pitié. Hein. Nous avons vécu 22 ans. On ne connaissait pas ces montants. Et pourtant, ces montants circulaient. Même parce qu'il y a une volonté d'un groupe de personnes. Et non, il ne faut pas mettre ça à la place publique. Et personne ne mettait à la place publique.
aujourd'hui même la réduction des comptes est popularisée. Parce qu'il y a l'UIGF également. Bien entendu. Il y a quelqu'un qui dit il faut mettre à la place publique. Le peuple doit participer à l'appréciation et de ce que nous faisons. Ça, c'est la première chose, que personne ne comptabilise en termes d'évolution positive. Et deuxièmement, il y a des montants qui sont affectés naturellement pour réaliser des choses. Mais il y a aussi des structures qui sont mises en place pour faire le monitoring, pour surveiller l'action qui est menée. Raison pour laquelle il y a des interpellations, il y a des gens qui sont en prison, etc. etc. C'est ça la gestion des contradictions. C'est ça la mise en place d'un système de surveillance mutuelle. C'est ça le contrôle que nous avons toujours voulu et souhaité. Alors maintenant, quand on met en place toutes ces structures-là, quand on met en place où les journalistes commencent à savoir qu'il y a 12 millions et qu'il y a cette contradiction à la place publique et les gens en discutent, la société civile élève sa voix. Alors maintenant, les gens disent, mais non, voilà votre régime, c'est avec des gros montants. Mais arrêtez! Mais on est en train de vouloir vous faire comprendre que ce n'est pas le personnel politique qui travaille, qui est propriétaire de la République. Nous ne sommes pas dans une plantation d'un individu. On a besoin de savoir tout ce qui se passe. J'ai compris au travers les 12 millions dont vous parlez, par le bureau d'âge. Mais il semble qu'avec le bureau Mabunda, c'est ça qu'ils reprenaient chaque mois, parce que ça contient également les salaires des députés, les salaires des assistants, les frais de fonctionnement, etc. Il faut toujours, en tant que journaliste... Mais ces bureaux de la rupture devaient quand même faire autre chose que les bureaux de Mabunda. Vous vous servez toujours du passé, donc vous êtes passéiste apparemment. Non, 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 mais il faut d'abord avoir un chiffre correspondant, alternatif. Il faut combien? Vous, journalistes, vous aurez pu faire une comptabilité à l'interne pour dire, voilà, on a toujours cherché autant. Et quand nous faisons la comptabilité avec 500 députés, etc., ça ne peut pas faire 12 millions, ça peut faire peut-être 1,2 million. Où se trouve le chiffre alternatif? C'est ça, professionnaliser le débat. C'est ça, rendre intelligible le débat. Vous n'avez pas un chiffre alternatif correspondant. Mais vous êtes en train de lancer des boulets rouges sur le montant qui a été cherché. C'est que c'est vous qui êtes... Si je vous donne des rubriques Yamba Yamba, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous n'avez pas encore lu. Mais tout cela, même M. Norbert Yamba Yamba, nous voulons bien les changements. Les minutes nous fait défaut, mais il y a un problème. Hein, parce que l'IDPS, avec le président de la République, vous avez parlé du peuple d'abord. Donc le peuple d'abord, vous avez suivi la déclaration de Jean-Chine Ngobila, donc le gouverneur de la ville, qui veut fermer les grands marchés. Est-ce que vous avez pensé pour le petit peuple qui vit chaque jour avec quand il sort, il vient au grand marché, c'est alors que sa famille peut vivre. Mais vous voulez encore fermer sans proposer. Ce n'est pas faire souffrir le peuple. C'est vous, c'est qui? Vous le pouvoir, Jean-Chine Ngobila est sous votre pouvoir. Encore une fois, l'élite politique doit être recyclée. Le Congo fonctionne dans une restructuration géographique qui est représenté à 3 niveaux de gouvernance. Il y a le niveau national, il y a le niveau provincial et le niveau local. Au niveau local, vous avez la ville, vous avez la commune, vous avez le secteur et la chefferie. Au niveau provincial, vous avez la province et au niveau national, vous avez... À chaque niveau, il existe ce qu'on appelle des compétences exclusives et des compétences concurrentes. Le gouvernement central a 36 compétences. Et même quand vous regardez le gouvernement Ilunkamba, dans son programme, il présente le budget de ce que représentent les compétences qui lui sont dévolues. 36 compétences et il y a 11 compétences concurrentes avec les provinces, parce qu'il y a 2 pouvoirs. Et la question de marché, marché central, c'est une question qui relève, n'est-ce pas, de la compétence du gouverneur de province. Qui est le représentant du chef de l'État dans cette province. Attention, donc, il a la vision du chef de l'État. Bien attention, attention. Il représente le chef de l'État parce qu'il faut l'unité de commandement. Mais il est aussi, il a un devoir de révidabilité vis-à-vis des organes de la province. Et ses compétences, les 29 compétences qu'il dispose, il ne rend pas compte au chef, mais il rend compte à son assemblée provinciale. Et donc, le premier contrôleur du gouverneur de province,
serait son assemblée provinciale. C'est ça, les garde-fous qui ont été mis en place. Mais quand le peuple crie, mais le chef de l'État peut trancher. Non, attention. Avant que le chef d'État ne tranche, il faut encore qu'il y ait persistance d'un conflit. Mais c'est l'Assemblée provinciale qui peut interpeller naturellement. Mais c'est je ne suis pas d'accord avec vous du moment que vous savez que lors du confinement, le gouverneur avait fermé les grands marchés, il y avait des morts. Mais lorsqu'aujourd'hui encore on reprend la même décision pour mettre tout le monde dehors, chercher à réhabiliter, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des marches, qu'il y ait encore de morts pour vous au pouvoir? La vie des Congolais ne pèse pas pour vous. Mais quand il avait pris, n'est-ce pas, la décision par le passé, parce qu'il y a une décision qui avait une imbrication incidentielle sur la sécurité. Il y avait des morts. Sur la sécurité, le vice-premier ministre, qui a compétence sur la question, avait déjà pris. Est-ce que nous avons des coupables? Gentini Sirkil, voilà. Il est le gouverneur de la ville. Non mais écoutez, écoutez, on ne va pas arrêter quelqu'un comme ça coupable sans qu'il soit entendu. Il y a une institution qui est chargée, c'est ça aussi la répartition des rôles. Ce n'est pas le président de la République qui fait une déclaration pour dire Ngobila est coupable. Mais le procureur est là pour rechercher les infractions. Il faut que chacun joue sa partition. L'opposition pense que vous vous protégez, vous ne travaillez pas pour l'intérêt de la population. Les gens meurent pour vous, c'est normal. À Beni, vous avez promis la sécurité, les gens continuent à mourir. Donc vous remplissez les poches, il y a des millions qui circulent, les petits peuples peinent. Non, l'opposition a un problème d'intelligence émotionnelle. L'opposition a un problème de santé mentale. Ça c'est fort à retirer quand même. Non, j'ai dit un problème de santé mentale. Ça veut dire en fait qu'on est habitué à ne présenter que le mauvais côté, au point où même quand il y a des bons côtés, donc on est robotisé quoi. On est robotisé par un certain nombre, n'est-ce pas, de comportements psychiatriques. Qui font que bon, indépendamment de la volonté, mais on est, tu vois, regardez les jeunes gens qui font Victoire Kingasani. Il écrit Victoire Kingasani, mais il ne continue. Les gens sont pleins. Victoire Kingasani. Et les gens, la voiture continue. Victoire Kingasani. Vous voulez dire quoi? Je veux dire en fait que quand les gens ont pris l'habitude sur quelque chose, ils sont devenus inconscients de la rationalité des choses au point de tirer même là où il ne faut pas tirer. Merci monsieur Norbert Yamba Yamba. Parce qu'il y a des répartitions des rôles. Merci, je vous donne 30 secondes. Regardez la caméra comme mot de la fin. Est-ce que vous rassurez à la population congolaise qui a encore l'espoir avec le nouveau chef de l'État, avec l'Union sacrée? Notre peuple congolais, il y a l'espoir. Il n'y a pas personne, il n'y a pas mien que Félix Tshisekedi aujourd'hui. L'homme qui n'a jamais trempé dans les institutions de la République. Tous ses concurrents ont eu à gérer ce pays. Et on connaît les résultats. Certainement qu'on ne va pas rejeter tout le monde. On a besoin des uns des autres pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place une synergie gagnante. Mais personne ne peut nous apporter des leçons, etc. Surtout que chaque homme politique met des bâtons dans le roue et ne donne pas la possibilité au président de m'y faire. Mais aujourd'hui, avec l'Union sacrée pour la nation, je pense que si chacun comprend que c'est l'occasion qu'il y ait une nouvelle gouvernance, un nouveau système, ils vont mettre les appétits gloutons dans les frigos et ils vont voir ce qui va véritablement sauver le Congo. Et de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est l'idée contre la pauvreté de notre peuple. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. Quelqu'un m'a fait un message pour me dire que Gentini Ngobila, il a été aussi nommé dans l'équipe des Bachi Lukwebo pour identifier la nouvelle majorité. Voilà, c'était votre émission au centre. Sur ce plateau, j'étais avec monsieur Norbert Yamba Yamba, cadre influent de l'UDPS, panafricaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine
magazine au Centre TV. Nous avons besoin de vous, c'est votre manière de contribuer. Croyez quand même à la jeunesse, parce qu'on est en train de chercher d'aller de l'avant. J'ai été assisté aujourd'hui par Kankou Kabasedi, Belanov, Nsambi également, il était derrière la caméra à la réalisation. Issa Makanzu, il était là avec nous. Restez fidèles à nos programmes. Suivez cette émission chaque jour du lundi au vendredi à partir de 17h30 en direct. Appelez-nous, nous pouvons aussi vous recevoir. Au revoir.